Vous êtes sur le point d'écouter le podcast Corps à corps avec le temps qu'il fait. Août, sommet du Mont Ventoux. La foule se presse et nous ressentons comme une étrange excitation monter tout autour de nous. Tous les corps sont tournés dans la même direction, dans l'attente d'une fin pourtant inéluctable. Une lumière orangée se répand sur l'assemblée qu'elle a réunie. Les rires fusent, les verres trinquent, la lumière s'y reflète, répétant ici et là l'astre solaire. Nous buvons et absorbons chacun notre gorgée de soleil, partagée entre tous les verres. Et à mesure que nous avalons la lumière, l'ambiance flamboyante se tamise et les nuances se dégradent. Le spectacle nous saisit tous. Tout se tait, car le soleil est au bord de la nuit. Il s'y suspend en équilibre, hésite, et en un battement de paupières, il s'éclipse. La rumeur de la foule reprend, teintée de soulagement. Nous fêtons avec le coucher de soleil la libération de la chaleur de cette journée tout juste achevée. Épisode 6. Au cœur des météores festifs, des rythmes partagés au-delà des aléas. Avec l'architecte et artiste plasticien Guillaume Aubry, l'anthropologue Laurent Fournier et l'artificière Lucie Corouge. Alors que l'anglais dissocie time et weather, les langues latines n'utilisent qu'un seul terme pour parler à la fois du temps qu'il fait et du temps qui passe. Cette fusion linguistique semble nous révéler l'inséparabilité de ces deux temps impalpables. Bien que nos sociétés soient aujourd'hui régies par un temps invariable, en secondes, heures et jours, l'état du ciel continue en filigrane de cadencer et d'organiser le temps qui passe. Le temps qu'il fait instaure des rythmes communs dans nos journées, nos mois, nos saisons. Au milieu de l'incertitude des aléas météorologiques, les rares cycles atmosphériques constituent dans notre société des rendez-vous collectifs rassurants. Ces constantes atmosphériques nous amènent collectivement à différentes pratiques réjouissantes de célébration. Il y a des constantes météorologiques qui invitent à la fête. C'est là peut-être qu'il faut faire une distinction entre les épisodes climatiques qui sont ponctuels et imprévisibles, et puis les phénomènes cosmologiques qui, eux, sont prévisibles et réguliers. Et dans les sociétés anciennes, grecques ou romaines, ou même dans différentes sociétés traditionnelles, on voit que l'observation de ces constantes conduit à ritualiser. Donc les fêtes vont participer de ce processus de reconnaissance de l'environnement, du cadre environnemental. Je rencontre à Aix-en-Provence l'anthropologue Laurent Fournier. Ses recherches portent notamment sur les fêtes, rites et cultures populaires en Provence. Il m'explique que certaines fêtes encore en vigueur, basées sur des éléments météorologiques, sont des traces de traditions folkloriques ou en sont des réinterprétations. Alors le folklore garde écho de ces choses-là, mais parfois sous la forme spectaculaire. Ou la fête du vent, là, à Marseille, là, le festival du cerf-volant en 1985, ça c'est une tradition inventée. Mais c'est une tradition inventée qui se base sur des invariants, en fait, puisque le vent, on l'a observé dans toutes les sociétés. Ces instants festifs sont reliés à des moments de persistance météorologique bien identifiés dans le temps. Il est donc ici plutôt question de saisons, soit des périodes de l'année caractérisées par un climat relativement constant. C'est la faible variation du temps qu'il fait qui joue ici l'unité de temps. Ces constantes atmosphériques installent indubitablement des habitudes de vie collective. Derrière la question des saisons, anthropologiquement, il y a la question de la sociabilité. En Provence, on le sait aussi, pour reprendre l'exemple local, l'hiver, ce sont des veillées en petits groupes, entre voisins, sur un écosystème très limité du quartier. L'été, il y a le brassage social qui est plus grand, il y a des gens qui viennent d'ailleurs. Et puis même au niveau local, on va faire des fêtes communautaires, des fêtes de pèlerinage ou des fêtes votives qui réunissent plusieurs centaines de personnes, ce qui est inconcevable l'hiver. Les saisons ont une incidence sur l'organisation sociale, oui, c'est certain.
La manière dont le temps qu'il fait influe sur l'intensité sociale et les habitudes festives qu'elles accompagnent apparaît dans bon nombre de sociétés. L'anthropologue Marcel Mauss a en effet observé l'influence des variations saisonnières sur la morphologie sociale des sociétés esquimaux. Ainsi, l'hiver, les Esquimaux se regroupent et ont une vie sociale dense et intense, tandis qu'à l'inverse, l'été, les Esquimaux se dispersent, les liens sociaux se relâchent et les relations se font plus rares. Les conditions météorologiques agissent ici non pas sur l'individu, mais sur le groupe dans son ensemble. Par ailleurs, la constance météorologique, caractérisée par les saisons, peuvent s'avérer particulièrement difficiles à vivre pour chacun. En ramenant de la gaieté, ces moments de regroupement sociaux festifs nous permettent donc de mieux traverser ces périodes anxiogènes. François Walter, historien spécialiste des saisons, extrait d'émission France Inter, 2014. Le grand problème de ces fêtes hivernales, c'est de gérer l'anxiété qu'ont les populations face au déclin des jours. Le soleil est bas sur l'horizon et il y a jusqu'au moment du solstice en particulier au mois de décembre, il y a une anxiété parce qu'on se demande si le soleil va remonter sur l'horizon et si les jours vont bien commencer à nouveau à croître. D'où toute une série de rituels qui sont liés à cela et dont nous avons évidemment dans la tradition occidentale conservé Noël, qui est la fête par excellence de la lumière. À l'échelle quotidienne, le coucher de soleil, en tant que phénomène optique de l'atmosphère, est un photométéore à part. Ce moment, à la lisière du monde diurne, incarne en effet un des rares exemples de manifestations météorologiques qui peut être prévu avec certitude. Guillaume Aubry est architecte et artiste plasticien. Il est l'auteur d'une thèse sur les couchers de soleil. On a une espèce de pyromanie partagée, latente, qui fait qu'on prend du plaisir à aller voir l'horizon s'embraser, comme on peut prendre du plaisir à regarder un feu de cheminée. Je pense que ce rapport-là, romantique et dédramatisé au coucher de soleil, il est relativement récent. Il est conditionné par le confort de notre monde moderne et contemporain, où on peut rentrer en pleine nuit, en ville c'est éclairé tout le temps. Assister à un coucher de soleil, c'est faire l'expérience d'un spectacle véritablement vivant. Le philosophe Jean-Philippe Pierron défend l'idée que le spectacle vivant nous rendrait vivants. Le spectacle vivant n'est en effet pas un spectacle comme les autres. Même si pour le coucher de soleil nous regardons tous dans la même direction, il n'y a pas l'espace regardé d'un côté et l'espace d'où l'on regarde de l'autre. Le coucher de soleil nous englobe. Dans ce spectacle vivant, nous ne sommes pas une assemblée de spectateurs. Nous sommes en fait les interprètes de cette expérience. Nous sommes impliqués dans ce spectacle au même titre que le soleil dans une forme de coparticipation. Car le coucher de soleil n'existe en soi que dans la relativité de notre regard par rapport à la position de cet astre. Le coucher de soleil invite donc inconsciemment dans l'imaginaire collectif à s'y réunir autour. Il devient le point commun d'attraction d'un curieux rassemblement organique. Et face à la beauté de ce moment éphémère, nous avons tous déjà tenté de l'éterniser d'un cliché. Je pense que l'expérience esthétique collective ou individuelle du coucher de soleil, tout le monde s'accorde à dire que c'est beau. Je pense qu'il y a une espèce de vrai consensus là-dessus. Et du coup, je trouve ça intéressant que ça se retrouve sur les cartes postales parce qu'au final, à la fois ils sont tous différents, ils sont tous pareils, mais il y a une espèce de commun planétaire à se dégrader. Et finalement, peut-être qu'envoyer une carte postale de très loin avec un coucher de soleil, c'est envoyer quelque chose qui fait dire qu'à la fois, oui, je suis au Japon, oui, je suis au bout du monde, et oui, tout est différent ici, mais en même temps, on est sur la même planète. En même temps, on partage quelque chose de commun, qui est le coucher de soleil. C'est pas du tout anodin que le coucher de soleil soit l'objet le plus reproduit sur les cartes postales. C'est que je pense que ça nous donne cette espèce de conscience de la dimension collective. Ces moments où l'astre solaire se coule dans l'horizon sont les seuls instants si particuliers où nous pouvons physiquement le regarder droit dans les yeux. Mais ce n'est pas un simple moment de contemplation. C'est ce que démontre le chercheur Alex Mollet dans une étude publiée en 2023. Il explique que par son marquage du passage du jour à la nuit, le coucher de soleil, bien au-delà de la contemplation, nous impressionne et nous sidère.
Dans la rencontre avec le coucher de soleil, nous, infiniment petits, sommes sidérés devant cet infiniment grand. Nous sommes alors, en jouant malgré nous, à nous mettre en pause. Est-ce le fait que nous soyons à ce moment-là collectivement sidérés par l'astre solaire qui nous amène pendant quelques instants à le considérer ? Au compte à rebours de la nuit, le coucher de soleil nous extrait de nos activités et nous invite collectivement à ralentir et à nous synchroniser au ciel. Et j'ai pas mal écrit aussi sur cette question de la sidération, dont l'étymologie vient de sidus sideris, qui veut dire astre. Être sidéré, c'est d'un coup être dépendant d'un système qui n'est plus notre système commun d'interaction classique, mais qui nous fait dépendre des astres, d'un système qui nous dépasse. Et du coup, cette idée de la sidération dans le cadre d'un coucher de soleil m'intéresse parce que ça voudrait dire que c'est un moment où on est en déconnexion de nos repères classiques et en connexion avec des repères célestes, dans une espèce de reconnexion cosmologique au monde. Même si tu es en voiture, que tu longes le bord de mer et que tu vois le soleil en train de se coucher, tu éprouves ce besoin de te garer et de t'arrêter. Ça peut pas être un moment furtif. C'est d'un coup peut-être aussi le monde qui nous impose son propre tempo. Tu vois. En suspendant le cours du temps, ce moment météorologique du coucher de soleil fait émerger un instant festif. Celui-ci prend très souvent la forme d'un apéritif entre amis ou entre amoureux, coloré par la lumière rougeoyante. C'est en effet à la convivialité que nous amène ce moment météorologique. À la convivialité, dans la racine même du mot, c'est-à-dire au vivre ensemble, aussi bien entre nous qu'avec notre environnement et les phénomènes météorologiques qui nous traversent. Peut-être que la dimension festive, elle est liée aussi aux célébrations de ces périodes de l'année qui sont presque cathartiques. Je pense que boire un verre chez toi, dans ton appart, un soir, coucher du soleil, ça te donne peut-être l'impression que tu es quelque part ailleurs, tu vois, en dehors de ta vie quotidienne. Mais au-delà de l'apparente légèreté de ces moments festifs, le coucher de soleil, comme bien d'autres phénomènes météorologiques, est ambivalent. Il est en lui-même, par définition, un oxymore, celui d'une éternelle disparition. Et cette dimension plus profonde infuse notre conscience collective. Lévi-Strauss écrit très bien sur les couchers de soleil et les levées de soleil, sur pourquoi les sociétés sont toujours plus intéressées au coucher qu'au lever. Et lui dit finalement, le lever, c'est jamais qu'une promesse d'une journée qui va arriver, alors que le coucher de soleil, c'est le concentré des drames de la journée. Je pense que l'expérience esthétique du coucher de soleil est en fait beaucoup plus profonde qu'on le croit. C'est aussi pour moi une expérience collective de la fin du monde, alors que j'ai appelé la petite fin du monde dans la thèse. Cette idée qu'en tant que spectateur du coucher de soleil, on joue à l'idée de la fin du monde. La disparition provisoire du soleil renvoie à un nouveau jour qui s'achève et donc au temps qui passe inlassablement. En donnant une dimension festive à ce moment-là, nous célébrons la bonne fin de ce jour qui ne sera bientôt plus. Ça renvoie à la science-fiction. Quasiment tous les films de science-fiction se terminent par un soleil qui explose. En fait, on a inconsciemment intégré l'idée que la fin, pas de l'humanité, mais la fin du monde, de la planète, était liée à la fin du soleil, en tout cas. Et un dernier coucher de soleil, un ultime spectacle d'embrasement. Au-delà des constantes météorologiques que nous évoquons ensemble jusqu'à présent, il faut tout de même noter que certains phénomènes atmosphériques portent en eux-mêmes une dimension festive plus ou moins ancienne. L'historienne Danielle Alexandre Bidon a en effet montré que la neige devient festive à partir du XVIe siècle dans nos sociétés occidentales. De même, la philosophe Emma Karenini affirme que c'est depuis le XXe siècle que nous associons le soleil au divertissement. Dans l'appréciation célébratoire du temps qu'il fait, il y a aussi en effet notre relation ludique aux phénomènes météorologiques. C'est ce que m'explique ici l'écrivaine Anouchka Vazak. On a tous eu du plaisir à évidemment aller dehors et à jouer dans les flaques d'eau. Ne parlons pas de la neige, quel événement. C'est lié au jeu certainement. Le jeu est un geste festif qui suppose une collaboration avec notre environnement et avec les autres joueurs. Comme le dit le philosophe Jean-Philippe Pierron, le jeu cultive une dimension attentionnelle et relationnelle à tous les partenaires. Tous les partenaires, entendus ici comme aussi bien humains qu'atmosphériques. Par le biais de la relation ludique au temps qu'il fait, nous mettons en jeu notre manière conventionnelle d'habiter le monde. Ici, l'aléa météorologique insuffle du hasard et pimente le jeu. Nous acceptons alors, implicitement, de ne pas être maître du jeu. Nous sommes alors collectivement plus ouverts
à la venue comme à la survenue des phénomènes météorologiques. Au milieu de ces gestes festifs émergeant du temps qu'il fait, je me questionne sur l'artefact des feux d'artifice. Ne pourrait-on pas considérer les feux d'artifice comme des météores de célébration inventés par l'homme pour prolonger cette expérience collective mais de façon contrôlée ? Oui, un peu comme les... c'est vrai qu'il y a quelque chose qui se rapproche des orages, quoi. Ça gronde dans le ciel, ça illumine le ciel. Moi, j'ai passé des nuits, des fois, à regarder juste un orage dans le ciel parce que c'était incroyable. En baie de Marseille, ça se répercutait sur toute la mer, je voyais toute la baie illuminée. C'était déjà un feu d'artifice pour moi. Des fois, les orages, c'est un spectacle en soi, c'est incroyable. Là, la différence, c'est qu'on peut convoquer le spectacle et logiquement le maîtriser. Lucie Corouge est artificière. Cela signifie qu'elle est chargée de lancer les feux d'artifice dans le ciel. L'association que fait Lucie Corouge entre phénomènes naturels et feux d'artifice a été également observée dans différents écrits du XVIIe siècle par la docteure en histoire de l'art Gaëlle Lafage. Elle explique que l'une des caractéristiques des feux d'artifice du XVIIe siècle était justement le désir d'imiter et de sublimer les phénomènes naturels. Les feux d'artifice, de par leur dimension, sont des foyers de fédération collective très importants. Le temps de ce spectacle céleste, la foule se rassemble autour du ciel, puis, à l'issue du spectacle, la foule se disperse elle-même et s'explose pareil à un feu d'artifice. C'est des choses qui peuvent être vues de très loin par énormément de monde. Je pense que c'est réservé aux très très gros événements. En France, à savoir la fête nationale, la nuit de la Saint-Sylvestre ou des événements comme les JO, ce genre de choses. Mais ça coûte extrêmement cher, on le réserve vraiment aux événements fédérateurs et collectifs qu'on sait qu'ils vont marquer tout le monde, quoi. Enfin, qui rassemblent les gens, quoi. C'est universel, le feu d'artifice, il n'y a pas de langage, c'est que des images dans le ciel, il n'y a pas besoin de code, comme au théâtre ou même au cinéma ou quoi que ce soit, ou de savoir lire pour voir un feu d'artifice. C'est complètement universel, ça traverse les pays, les frontières, ça parle à tout le monde en direct, quoi. Ça touche forcément tout le monde, quel qu'il soit. Tout comme les couchers de soleil, les feux d'artifice nous provoquent des émotions antagonistes. La docteure en histoire de l'art Gaëlle Lafage explique à ce propos que les feux d'artifice, par leur capacité à faire apparaître le soleil en pleine nuit, étaient au XVIIe siècle une manifestation de force et de pouvoir, suscitant à la fois crainte et émerveillement. Moi, je connaissais comme tout le public juste les effets de lumière dans le ciel et un peu les détonations, quoi. Et quand t'es artificier, en fait, t'es dans la zone de tir, t'as le sol qui vibre, t'as ton corps qui vibre, c'est hyper puissant comme sensation. Et moi, c'est ça que j'ai beaucoup aimé, justement. Je sais pas si on l'a trop dans le public, mais les odeurs, que moi, en artificière, quand on est dessous, ça sent hyper fort la poudre. Il y a toujours énormément d'appréhension avant de tirer un feu d'artifice. Et en même temps, ça fait des montées d'adrénaline, mais incroyables. Donc il y a ce jeu très, très sensible entre à la fois la beauté de ce qu'on voit dans le ciel et en même temps la dangerosité quand même de la chose, même si dans le public, on sait qu'on est censé être un endroit protégé. Comme on le sait, ce météore artificiel est lui-même sensible aux aléas météorologiques. Nous sommes alors bien loin de sa volonté première de démonstration de totale maîtrise humaine. Il faut savoir que les bombes, c'est du carton, en fait, c'est un espèce de film, enfin papier craft qui entoure les bombes. Donc du coup, à partir du moment où il pleut un petit peu des gouttes, ça va, mais à partir du moment où il pleut beaucoup, c'est fini. La pluie, elle a transpercé la bombe et du coup, elle est inutilisable. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a ce qui est hyper compliqué, c'est le vent. Donc la bombe, elle est toujours censée partir droite, sauf que on est toujours en train d'étudier le vent. En effet, si le vent est trop fort, je crois qu'on a un angle de 25 ou 30 degrés autorisé, mais au-delà, on peut plus tirer de bombe parce que l'angle de tir devient beaucoup trop dangereux et peut arriver sur le public. Et il y a également les fortes chaleurs. Donc cette année, les feux ont été annulés à cause de la pluie, mais il y a 2 ans, c'était la canicule. C'est au mois d'août, ils avaient annulé par arrêté préfectoral tous les feux d'artifice pour risque d'incendie. Ce photométéore artificiel pose aujourd'hui plus que jamais question quant à sa pérennité, tant les diverses pollutions qu'il provoque interrogent. On a besoin de ces moments de rassemblement populaire, on a besoin de ces moments de joie, etc., quoi. Et ces moments de rassemblement, c'est pas rien, en fait, ces moments de célébration qu'on partage. Mais il faut arriver à trouver un juste milieu entre l'impact qu'ont ces événements pour l'environnement autour et puis et le besoin qu'on a, nous, de célébrer.
Par son essence spectaculaire et les ambiances qu'il engendre, le ciel et ses manifestations ont donc le pouvoir de réunir les êtres et de rythmer nos quotidiens. Ces rendez-vous de célébration en commun et ces gestes festifs constituent des moments de connivence où la société et l'environnement s'entremêlent. Ces pratiques festives constituent de rares moments où nous consentons au ciel. Consentir, entendu aussi dans sa racine latine, c'est-à-dire ressentir ensemble. Dans ces moments de plus en plus prégnants, de perte de repères collectifs, ces instants simples de réjouissance céleste participent à remplir un besoin de référence commune. Même si on est préparé, même s'ils savent que le coucher de soleil se couche dans l'eau, Temps, il aimait que la plutôt à la fête. il y a quand même toujours... Et l'été, de toute façon, il y a beaucoup de fêtes l'été. J'avais juste une âme d'enfant, j'étais fascinée par toutes les lumières qui sortaient, par tous les effets. C'est des moments magiques, quoi. Dans le prochain épisode, nous verrons de quelle manière nous faisons corps ensemble pour faire face aux extrêmes climatiques. Vous venez d'écouter l'épisode 6 du podcast Corps à corps avec le temps qu'il fait, produit à l'ENSI Les Ateliers par Marie Lestanguet.